Bienvenue dans Les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Assia Ziati-Kanu et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux que de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise ? 3 fois par an, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. Le temps de travail, le management, la qualité de vie et conditions de travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple, Spotify, Deezer, YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Je vous propose de consacrer cette 8e série à un sujet qui semble d'actualité tellement nous sommes inondés à la fois d'informations et d'outils sur le marché, mais qui n'est pas si récent que ça, l'intelligence artificielle et son impact sur le travail. L'IA est source à la fois de fantasmes, de promesses miraculeuses, ou bien au contraire de craintes de suppression d'emplois et de bouleversement du travail. Où en est-on ? Quid de l'adaptation de la machine à l'homme ou de l'homme à la machine ? L'occasion, au travers de ces épisodes, à la fois de prendre du recul pour mieux définir de quoi l'on parle exactement quand on évoque l'intelligence artificielle, quels sont ses impacts concrets sur le travail et quelles perspectives pour un développement vertueux, avec également des retours d'expérience en entreprise. Pour ce second épisode, je vous propose de nous pencher sur une application très concrète de l'IA qui amène son lot de changements et également de questionnements des entreprises. IA et recrutement, comment agir ? Pour échanger sur le sujet, j'ai le plaisir d'interviewer le très dynamique Léo Bernard, qui œuvre sur le recrutement depuis plusieurs années et qui vient de constituer la première communauté de pratique francophone des recruteurs expérimentant l'IA. Au programme, quelles applications concrètes, quels impacts à tous les niveaux, quelles opportunités et risques dont il faut tenir compte si on décide de mettre en place des outils d'IA pour recruter. Bonjour Léo, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous dire un petit peu ton parcours sur la notion du recrutement et sur l'intelligence artificielle ? Avec grand plaisir. Moi, du coup, j'ai fait 10 ans que je suis dans le monde du recrutement. Donc évidemment, à l'époque, on parlait pas, du tout d'IA. Et j'ai la chance, on a créé avec mon associé Élise en 2022, c'est ça, Blendy, qui est une société, qui fait du conseil, de l'audit, de la formation en recrutement. Et donc évidemment, de plus en plus, on nous demande, d'intervenir sur les sujets de l'IA. Moi, je suis un peu un geek un peu même beaucoup, genre, tu vois, genre à creuser, j'ai passé toute mon enfance à jouer à des jeux vidéo, à taper dans tous les logiciels que je pouvais découvrir ou quoi. Donc forcément, l'IA, pour un geek, c'est chouette parce que du coup, tu as envie d'aller creuser dans les trucs les plus complexes que tu puisses faire. C'est ma première activité. Et la deuxième que j'ai en parallèle, c'est la création de Tacomu, qui est la première communauté francophone dédiée au recrutement et à l'IA. Donc en gros, de 2 manières, à la fois chez mes clients et à la fois au sein de cette communauté où on est bientôt une centaine de membres. Du coup, tu vois, genre, tous les jours, on échange sur les sujets d'IA dans le recrutement, que ce soit dans des grands groupes, dans des gens qui sont freelance, qui sont à leur compte, tu vois. Donc dans plein de contextes différents. Donc écoute, je mange IA en ce moment depuis pas mal de mois. Donc une occasion de justement voir au plus près du terrain ce que chacun expérimente, teste, toutes les questions que chacune se pose et les partages de bonnes pratiques aussi, j'imagine, dans cette Exactement. communauté. Et c'est intéressant de voir voilà, ce que les gens se posent comme question, tu vois, entre quelqu'un qui est tout seul et entre un groupe du CAC 40. Tu as un Mmh. vrai grand écart entre les deux, quoi. D'accord. Et sur la partie, recrutement en tant que tel, je crois que tu avais eu l'occasion de rédiger un ouvrage aussi, où ça fait plusieurs années que tu travailles, où tu accompagnes sur le sujet, notamment des recruteurs? Exactement, ouais, le livre s'appelle Permis de recruter. Donc tout comme Blendy, je l'ai co-créé avec Élise Moron, qui est mon associée de cœur que je salue si elle nous écoute. Et donc oui, le livre, il est disponible dans n'importe quelle librairie indépendante ou pas, hein. Si les gens préfèrent acheter sur Amazon, c'est leur droit. Ça ne coûte que 28 € et Oui. c'est 400 pages de contenu recrutement. Donc c'est vraiment un peu comment je dirais, l'encyclopédie du recrutement derrière. Donc ouais, plein de choses chouettes. Mais ça a été écrit 100% sans IA et ça ne parle pas d'IA parce qu'on voulait que ce soit un livre un peu intemporel, tu vois, où j'en sais rien si jamais admettons l'IA est une bulle et qu'elle explose, tu vois, on voulait que c'est un livre qui soit vraiment basé Mmh. sur le recrutement pur en tant que tel et qui soit pas obsolète Mmh. quelques mois plus tard. Ce qui est le problème de l'IA, c'est que tu t'écris un truc, 3 mois plus tard, c'est obsolète. D'accord. Alors justement, c'était ce mix de regards croisés entre cette expérience, cet accompagnement sur la dimension recrutement et cette appétence, et mise en discussion sur l'IA, sur ces 2 sujets-là vraiment qui m'intéressaient dans le cadre du podcast. Justement, croisant ces 2 aspects recrutement et IA, quel regard tu portes aujourd'hui sur l'évolution de l'IA dans le domaine du recrutement? Finalement, qu'est-ce qui existe pour les néophytes? Chacun peut se sentir un petit peu noyé par toutes les actus qu'on voit à droite à gauche, en se disant par où démarrer? Mais finalement, quel regard toi tu portes dans l'évolution du monde du recrutement sur, l'apparition,
de plus en plus important d'outils d'IA. Je pense qu'on pourrait faire 4 heures sur juste ce tas de questions. Parce que moi, j'aime bien, tu as le paramètre, justement, tu prends de la hauteur, tu prends un côté, ce côté stratégique, même philosophique presque, tu vois, de c'est quoi l'impact sur le métier. Outre quel outil choisir, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, en fait, c'est quoi l'impact. Et pourquoi est-ce que le recrutement est si impacté? Parce que dans toute l'entreprise, on est un des métiers qui, contrairement à ce qu'on croit, le recrutement, c'est pas de l'humain. C'est pas un métier d'humain. Il y a beaucoup d'humains, mais si tu veux être efficace en recrutement, c'est un métier de process, c'est un métier de data, c'est un métier de méthodologie, c'est un métier presque scientifique. Les meilleurs recruteurs et recruteuses sont les personnes qui se disent oui, l'humain c'est important, mais ce qui fait mon job, c'est du process, de l'outil, de la méthode, de l'efficacité, tu vois. D'ailleurs, quand tu regardes la plupart d'entreprises, ce qu'elles mesurent, c'est la vitesse de recrutement. Tu vois, genre on parle de time to fill, time to hire. Et donc en fait, vu que c'est un métier de process, l'IA étant incroyable pour améliorer ou faire des process automatiquement, forcément du coup que le recrutement est impacté. C'est le premier angle, tu vois, de la première vision, c'est que de tous les métiers en entreprise, c'est vraiment un métier, tu vois, si tu compares, j'en sais rien, par rapport à un manager intermédiaire. Un manager intermédiaire, c'est pour le coup un métier purement d'humain, c'est pas un métier de process. Tu dois gérer, entre guillemets, la merde de ton équipe en permanence. Tu dois aider les gens, les aider à progresser, gérer des problèmes, etc. Quand tu fais du recrutement, ton objectif, c'est avoir une machine qui fonctionne, qui est bien huilée, qui est rodée, qui a les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes process. Et donc, du coup, l'IA, il aide de deux manières. La première, il peut faire à la place d'eux. Donc, c'est la première impact de l'IA, tu vois, c'est genre, on va gagner du temps, on va faire des choses qui sont automatiques, qui sont extrêmement chiants à faire à la main et que du coup, l'IA fait automatiquement. Est-ce que tu as Et des exemples ouais. concrets là-dessus, par exemple, Ouais, là, pour illustrer? exemple 1, tu vois, genre, je te donne un exemple. Il y a une méthode qui est géniale en recrutement qui s'appelle l'entretien structuré. En gros, c'est la méthode la plus objective pour évaluer les candidats. Avant l'IA, c'est extrêmement chiant à faire. Il faut que tu crées à la main une scorecard, il faut que tu crées à la main des questions d'entretien précises, il faut que tu crées à la main ta grille d'évaluation, etc., etc. Avec de l'IA, tu peux le faire en un clic. Tu paramètres au début ce que tu veux faire et tu n'as pas à réfléchir précisément à la pondération, à ton outil que tu vas utiliser, aux questions que tu vas poser. Et deuxième exemple qui est lié à ça, en fait, avant, tu vois, genre dans le monde sans IA, on devait tous prendre en note quasiment l'intégralité de l'entretien. C'est inhumain à faire de soit à la main, soit sur l'ordinateur. C'est pas cool pour les gens qui sont en face. Tu vois, genre quand tu prends des notes, t'es pas forcément concentré sur la personne qui est en face de toi. Là, tu vois, on fait un podcast. Imagine si tu étais en train de prendre des notes, tu serais beaucoup moins dans l'écoute active. Alors qu'aujourd'hui, du coup, à l'heure de l'IA, tu peux enregistrer ton entretien. Les notes sont prises automatiquement. Ça va bien préévaluer le candidat. Et toi, du coup, derrière, ton rôle de recruteur et de recruteuse, c'est de dire, bah, en fait, ouais, je suis d'accord ou pas d'accord avec ça et j'ajoute. Donc, en gros, c'est un truc qui prenait avant des minutes, voire des heures entières et que tu peux faire en un claquement de doigts. Ça, c'est la première chose que l'IA fait, tu vois, c'est de remplacer un truc qui est chiant à faire. Et la deuxième approche, c'est de devenir plus stratégique. Ce qui est le plus dur pour passer de recruteur, je dirais, bon à recruteur excellent, c'est d'arriver à avoir cette posture stratégique, cette posture business, à la fois auprès de tes candidats, à la fois auprès de tes managers, auprès de tes N+1 ou tout ce que tu veux. Et ça, tu vois, par exemple, je te donne un exemple concret, vu que tu me demandes un exemple concret avant, je t'en donne un autre ici. Un truc, par exemple, qui est dur, tu vois, c'est comment tu priorises tes postes ouverts quand on a 20. Là, tu vois, c'est un exemple récent que j'ai eu il y a une semaine chez un client. J'ai 20 postes ouverts sur lesquels je travaille. On est lundi matin, j'arrive, j'ouvre mon ordi, qu'est-ce que je fais? Du coup, tu vois, là, pour ce client-là, je leur ai créé une matrice de priorisation où, en gros, du coup, un truc qui, avant l'IA, était chiant à faire, encore une fois, parce que devait faire à la main ou autre. Là, du coup, tous tes différents jobs, ils sont notés sur différents critères. À quel point c'est difficile de recruter, à quel point le manager avec lequel tu bosses, il est plus ou moins, comment je dirais, conciliant avec ce que tu vas devoir faire, à quel point est-ce que le marché est tendu, etc., etc. Et ça vient du coup te donner en fait un ranking, un classement de quel poste tu vas bosser sur lequel en premier et lequel du coup est moins prioritaire. Et ça, tu vois, avant l'IA, c'était très chiant à faire. On pouvait le faire, mais c'était extrêmement galère. Donc en gros, c'est là où tu vois les deux apports majeurs au recrutement de l'IA, c'est un, ça vient faire les trucs qui sont chiants, et deux, ce que tu fais qui est stratégique, ça le rend encore plus stratégique. Ce qui fait qu'en fait, moi, mon rêve, mon espoir, mais je suis un peu utopiste, c'est que du coup, l'arrivée de l'IA dans le recrutement permette au final de réhumaniser le job, parce que du coup, les trucs chiants, tu les feras plus, donc du coup, tu es plus content de faire ton métier, et en même temps, de cranter la posture du recruteur. Où aujourd'hui, on est beaucoup vu comme des exécutants, demain, à l'heure de l'IA, tu peux vraiment devenir strat, et les gens vont se dire, putain, en fait, il a une connaissance business forte, cette personne-là. Oui, du coup, c'est vraiment, ça peut être l'occasion d'être un outil au service d'eux, à la fois pour gagner du temps et aider à repositionner dans la stratégie de l'entreprise le sujet du recrutement. Exactement. Et tu vois, c'est la première fois où en fait, comment je dirais? Avant, allez, quand tu compares à nos chers collègues du marketing, de la finance, du commerce, ils avaient tous des outils trop chouettes. Genre, tu vois, genre marketing, ils ont HubSpot, c'est incroyable comme outil. Genre, comme niveau commercial, ils ont Salesforce, c'est incroyable comme outil. Et nous, en recrutement, on n'avait rien. On avait des ATS nuls, grosso modo, pendant très longtemps. Et donc là, pour la première fois, en fait, d'un point de vue technique, on peut jouer à armes égales. Parce qu'aujourd'hui, dans ta manière de jouer avec les outils d'IA qui sont à ta disposition, on a la même technologie
quasiment au même niveau d'avancée que nos collègues des différents métiers. Donc, pour la première fois, on peut devenir aussi important dans une hiérarchie d'entreprise que nos collègues. Et là, enfin, ça, c'est les recruteurs et les recruteuses internes. Quand tu prends les cadres de recrutement et les consultants, c'est pareil. Eux aussi, ils peuvent monter en puissance et avoir encore plus de services et de valeur ajoutée pour leurs clients. Donc, et les recruteurs internes et les recruteuses externes, les deux, en fait, si tu veux, montent en compétences, montent en puissance grâce à l'IA. Mmh. Et ça, quelle, appropriation ou approche différenciée tu vois entre une petite entreprise et un groupe du CAC 40 sur ces outils-là? Voilà, comment, les uns et les autres s'approprient les sujets, même, arrivent à savoir ce qui existe. Comment Ouais. peut-on savoir ce qui existe? Je vais essayer de pas me faire des ennemis en répondant à ta question. Premier truc qui est difficile, et ça du coup, c'est pas forcément lié à la taille de boîte, c'est en effet dans l'équipe de recrutement, qui a envie de faire de la veille, d'aller chercher ailleurs ce qui existe ou pas. Donc, c'est ta 2e question, tu vois, c'est comment tu sais ce qui existe? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui savent pas, par où commencer, qui vont se contenter de: «Je vais prendre ChatGPT ou Copilot et genre je rédige mes mails à la place», tu vois? Genre un truc, qui est le niveau, 0.5, de l'IA sur 10. Et donc du coup, tu d'abord la première question, c'est: est-ce que les gens ont envie de s'y mettre? Est-ce qu'ils ont envie de chercher? Et ça, c'est pareil en grand groupe et en PME. Il faut que tu aies la motivation, il faut que tu aies l'envie, il faut que tu aies des gens qui soient volontaires pour aller chercher, OK, c'est quoi les cas d'usage qui existent? C'est quoi les outils qui existent? Et en quoi ça répond à notre besoin? Et Mmh. après, quand tu reviens sur en effet ce côté petite boîte versus grand groupe, les grands groupes ont une chance et ils ont un problème. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de budget. Donc, ils sont capables de payer des boîtes très chères, spécialisées dans tout ça, pour déployer à échelle des outils qui changent la vie des recruteurs. Le problème qu'ils ont, c'est la réglementation, c'est la lenteur, c'est la politique. Et du coup, tu vois, genre, il y a beaucoup de grands groupes qui sont encore au stade de qu'est-ce qu'on va faire. Tout comme, tu sais, la transparence salariale qui doit arriver normalement. Alors, à l'heure où on se parle, elle était censée arriver genre pour juin 2026, finalement, genre, ça est reporté à l'année prochaine parce que personne n'est prêt. Bah, c'est la même chose sur l'IA, tu vois. En fait, il y a beaucoup de grands groupes qui sont en mode on parle, on parle, on parle, on parle. Et le problème pendant ce temps-là, c'est que leurs équipes recrutement, elles sont déçues et tristes parce qu'en fait, elles peuvent pas devenir plus employables qu'avant. Mmh. Parce qu'en gros, si ton entreprise t'interdit d'utiliser des outils, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc qui s'appelle le shadow AI qui est hyper dangereux. C'est des gens qui utilisent l'IA en parallèle de leur Mmh. IA, entre guillemets, officielle et autorisée. Ça, du coup, c'est le côté un peu grave. Et après, il y a des grands groupes qui sont des bons exemples. Tu vois, moi, j'ai un de mes clients qui est Bureau Veritas. Bureau Veritas qui fait partie du CAC 40. Et en gros, leur équipe de recrutement, ils ont fait un truc malin. Ils ont une IA interne qu'ils ont créée, qui est sécurisée, qui est locale et qui, du coup, fonctionne trop bien. Et en fait, ils ont pris ce pari de se dire, en fait, on veut que les gens utilisent et donc on va créer quelque chose qui va marcher, mais qui va être sécurisé dans les standards grands groupes Mmh. qu'on est. Donc, tu vois, genre, c'est un très bon exemple. Et d'ailleurs, je salue toute l'équipe de Bureau Veritas s'ils Mmh. m'écoutent, mais ils se font ça super bien parce qu'ils ont dit, viens, on a un truc interne qu'on va utiliser. Et côté PME, la force qu'ils ont, c'est que tu peux mettre en place un outil du jour au lendemain presque. Tu as moins de problèmes et en même temps, tu as moins de budget pour aller payer des trucs chers. Donc, tu vas te contenter de trucs basiques, genre des abonnements, tu vois, à des LLM un peu classiques, à des IA génératives, entre guillemets, simples, genre juste du Gemini, juste du Copilot ou juste du coup du Claude. Et du coup, bah, tu restes sur un niveau simple et tu n'as pas de budget pour aller voir sur des outils potentiellement dédiés qui font peut-être plus le taf, mais qui sont aussi beaucoup plus chers. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de meilleure position. Je pense celles et ceux qui gagnent en ce moment à date, c'est les indépendants parce qu'ils ont littéralement aucun problème pour mettre en place tout ce qu'ils veulent et beaucoup sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour ça. Oui, les recruteurs indépendants, tu veux dire? C'est C'est ça ça, qui travaillent, exactement, exactement. d'accord. Alors ça renvoie à plusieurs choses, ce que tu évoques, à la fois les enjeux aussi de sécurité, d'appropriation, de vitesse, d'attente. Ce serait intéressant ce que tu évoques sur le shadow, IA et de dire finalement, l'IA aujourd'hui elle rentre presque, de façon, officieuse via les équipes plus que en tout cas les entreprises. En tout cas, ça signifie que ça implique, de la mise en discussion, du dialogue social, des enjeux sécurité. Enfin voilà, c'est pas en un claquement de doigts finalement qu'on déploie ces outils-là. Et l'autre aspect que je trouve intéressant aussi, comme tu renvoies à des outils adaptés à certaines étapes du process, ça signifie donc que le process de recrutement doit être structuré. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas déjà un préalable avant de se poser les questions de l'IA, de se dire quid de mon process de recrutement? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des Mmh. choses à retravailler sur le process de recrutement avant d'y intégrer l'IA dans les entreprises que tu peux voir? Ouais, 100%. Bah, je reprends en effet ta première question. Les gros enjeux, en fait, tu as des enjeux de compliance, tu as des enjeux juridiques, tu as des enjeux tech. Déjà, tu as des enfin, tu des obligations légales. Enfin, je pense que le gros de ton audience, je suppose, est en France ou du coup ou en Union européenne où du coup, tu as l'IA Act, et le RGPD qui, font pas mal, suer, les équipes juridiques et autres, où en fait, tu as beaucoup de contraintes. Est-ce que Et tu du peux coup, dire c'est ouais. l'IA Act justement, dire 2 mots?
pour nos Ouais, bah, du coup, auditeurs. l'IA, grosso modo, alors d'ailleurs, enfin, alors pour le coup, enfin, je sais pas s'il faut en être fier ou pas, mais c'est la première régulation, de l'IA qui existe au niveau mondial. Genre la première et la seule quasiment. Il y a des équivalents dans les pays, par exemple, tu vois, genre au Canada, ils ont une sorte d'équivalent, mais genre du coup, l'IA, c'est vraiment le truc le plus, la première fois qu'on se dit: «Viens, on encadre l'IA». Le problème, c'est que du coup, le problème de l'Union européenne, des fois, c'est qu'on encadre un peu trop. Et donc en gros, tu vois, l'IA va te ce qu'il faut juste retenir, c'est vraiment l'essentiel de l'IA Act, parce que c'est horrible à lire, c'est chiant, il y a plein de trucs dedans. Le truc à base en recrutement, c'est que le recrutement, est catégorisé comme à haut risque. En gros, tu as une pyramide des dangers. Tu en as par exemple, ce qui est interdit, ça va être par exemple le classement social, tu sais, un peu ce qui se passe en Chine, où tu as, t'as des caméras qui captent les gens, etc. Tu as des notations de 0 à 10 sur qui fait quoi, les bonnes actions, les mauvaises actions. Ça, c'est interdit évidemment. Mais du coup, le recrutement, en gros, est juste en dessous, dans la catégorie, en gros, à haut risque, donc en gros, à surveiller. Et donc, tu peux faire des choses, mais il faut que ce soit extrêmement encadré. Et par exemple, tu as l'IA qui t'interdit une chose qui va être de laisser l'IA décider toute seule d'un recrutement. D'accord, oui, Ça, j'allais te poser c'est la question, littéralement qui interdit. décide? Voilà, laisse-t-on la machine décider C'est ou ça. est-ce l'humain qui continue de Quand il s'agit d'évaluer un humain dans un process de recrutement, là, la solution, elle est simple, c'est juste, c'est interdit, quoi qu'il. Par contre, tu as le droit de t'aider de l'IA pour orienter une décision. Donc, par exemple, tu vois, tu fais un cas pratique généré par IA et tu l'envoies à quelqu'un et tu demandes à l'IA de d'évaluer la réponse, tu peux le faire. Tant que du coup, c'est pas l'IA qui décide elle-même oui, non, et qui a un peu droit de vie ou droit de mort, tu vois, comme dans les arènes romaines, bah, du coup, tant que c'est pas ça, c'est OK. Donc, du coup, tu peux t'aider de l'IA, mais elle doit jamais décider seule. Et d'ailleurs, il y a un concept dans l'IA qui s'appelle le human in the loop, donc l'humain dans la boucle. Tu dois toujours avoir un humain dans la boucle qui décide et qui appuie sur le bouton. Le parallèle que tu peux faire, tu vois, c'est dans une usine, tu as des robots qui font des choses, mais il y a toujours derrière un opérateur, une opératrice qui va décider, un, d'enclencher le robot, deux, de l'arrêter en cas de problème, trois, de vérifier si c'est bien fait, etc., etc., et de le maintenir, tu vois. Donc c'est un peu le Mmh. même parallèle. En fait, l'IA, c'est juste des robots, mais dans un ordinateur, tu vois, et genre qui vont automatiser une tâche qui n'est pas une tâche de création dans une usine, mais qui est une tâche de création intellectuelle d'un truc que tu vas pouvoir Mmh. faire. Donc ça, du coup, c'est le truc important sur l'IA Act. Tu as le RGPD aussi derrière qui s'applique, tu vois. Donc le RGPD, il vient être amplifié par de l'IA, ou en gros, pareil, dans les grandes lignes du RGPD, tu ne dois pas diffuser tes données personnelles, tu dois faire hyper attention à comment tu les stockes, tu peux devoir les supprimer si un candidat te demande. Et donc, bah, dans l'IA, tu vois, une des dérives, par exemple, qu'on voit et qui rejoint ce problème de shadow IA, ça va être ce côté des gens qui, par exemple, vont prendre un CV. Alors, c'est très, 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 très rare, je précise, mais ça peut arriver, des gens qui disent, tiens, je vais prendre 10 CV, les envoyer dans le chat GPT et demander de me comparer, mais sans anonymiser derrière. Alors que du coup, sur ton Mmh. IA, tu vas avoir du numéro de téléphone, tu vas avoir de l'email, tu vas avoir de l'adresse personnelle. Donc, c'est des données qui sont confidentielles, voire même très confidentielles. Et du coup, ça, c'est interdit de faire ça, des données personnelles et confidentielles. Et donc, ça, du coup, c'est un des dangers, tu vois. Et donc, en vrai, moi, je pense que le problème, je vais faire des ennemis, pas mal de gens qui font du droit, notamment de ma femme qui est juriste. Mais du coup, genre, moi, souvent, je recommande aux boîtes, c'est genre, ne soyez pas bridés par la loi, tu vois. Genre, en fait, faut savoir ce que c'est, faut savoir les interdits, mais faut pas avoir cette logique que moi, je vois souvent, qui est une logique en mode genre, ah non, mais il y a trop de risques juridiques, j'y vais pas. Je donne l'exemple. C'est comme quand tu es sur la route, quand tu fais un dépassement de quelqu'un qui double lentement, ta route, elle est limitée à 80, c'est pas grave si tu roules à 90. Si tu maîtrises les risques, si tu sais que c'est une ligne droite, si tu es en plein jour, qu'il n'a pas plu, etc. Bah, c'est pareil avec de l'IA. Tu connais les risques, tu sais ce que tu dois faire et tu fais extrêmement attention. Tu as le droit de passer un peu sur la gray zone, mais sans jamais vraiment être sur quelque chose, tu vois, qui va être vraiment dangereux. Et donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont là en mode attention, il y a trop de risques, il y a trop de contraintes, il y a trop de règles, donc j'y vais pas. Et pour moi, c'est pas la bonne philosophie. Il faut expérimenter plein de trucs et après, toujours se dire maintenant que j'ai expérimenté et que je veux que ça marche dans la vraie vie et à l'échelle, Mmh. bah là, je demande à mon juridique, je demande à mon IT et il m'aide à implémenter un truc qui fonctionne. Mais d'abord, tu crées un proto toi-même, tu vois. Oui, ça c'est très intéressant ce que tu renvoies là. Ça renvoie à quelle capacité à expérimenter ensemble dans un cadre juridique avec des jeux d'acteurs, et cetera. Ça renvoie aussi à l'implication, le positionnement du CSE ou des délégués syndicaux, enfin sur l'approche aussi conditions de travail. D'accord. Mmh. De fou. Et j'ai oublié du coup la deuxième partie de ta question que tu avais après le côté Oui, juridique. sur la structuration des Oui, c'est ça. process. Oui. Et très bonne question de dire ça, en effet, et merci d'en parler parce que souvent, c'est vrai que c'est ce qu'on oublie. Les gens, ils se lancent, c'est quoi l'expression corps et âme dans l'IA en mode allez, j'y vais à fond. Mais du coup, si ton process il est pourri, bah en fait, l'IA, elle te fera un truc qui est pourri. Tu as une expression que tu connais peut-être dans l'IA qui s'appelle garbage in, garbage out. Ça veut dire en gros, si tu mets un truc nul à l'IA, elle te sort un truc nul, mais du coup à l'échelle. Et c'est là le problème. Et donc, en effet, si ton process il est, je sais pas, trop long, il est discriminant, il est biaisé, il est pas efficace, etc., etc., bah, du coup, l'IA, elle fera pas de magie, en fait. Éventuellement, pour le coup, elle pourra t'aider à te dire ton process est nul. Si tu le paramètres à l'IA en disant, genre, évalue Voilà. mon process, et là, c'est bien, tu vois. Encore faut-il poser la question C'est ça. et Mais là, un truc qui savoir est comment interroger de fou, l'IA. Ouais.
Mmh. Exactement. Mais un truc, tu vois, que je recommande aux gens qui nous écoutent, ce qui est assez marrant, c'est tu demandes à l'IA de te défoncer, quoi. Genre, Mmh. moi, très souvent, genre, quand j'ai des idées de nouveaux business ou des idées de, par exemple, pour des clients que j'ai envie de mettre en place, je lui demande, bah, voici l'idée que j'ai jusqu'à présent, voici tout ce que j'ai en tête, qu'est-ce que tu en penses? En mode, ah, enfin, dis-moi ça de manière violente, sans filtre, sans diplomatie, considère que, genre, on est sur un ring de boxe et que ton but c'est de me mettre KO et Ah oui, dans le ne mets dans le absolument pas de prompt. gants, tu vois. Et le truc, il te balance des trucs, genre, vénère. Un truc, le jour, c'était marrant, genre, je lui dis, il parle comme Philippe Etchebest ou Pascal le grand frère et genre fais-moi me sentir comme un enfant qui a fait une bêtise, tu vois. Et le truc à la fin, genre t'es là, genre putain, c'est bien. Et donc souvent l'IA, on lui demande de nous dire qu'on a raison, mais un Mmh. cas d'usage très simple, c'est de faire l'inverse, en mode genre vas-y, défonce-moi mon idée, Oui, fais-moi oui. avocat du diable, tu vois, et défonce-moi mon idée. Et ça, c'est trop bien. Et donc quand tu as un process, en effet, tu peux demander à l'IA de t'évaluer ton process. Et par contre, faut pas avoir d'ego si en effet elle te dit des trucs qui font mal, tu vois. Ouais. Si elle te dit bah cette étape-là par exemple elle sert à rien, enlève-la. Bon, bah ok, c'est pas grave. Oui, du coup, ça renvoie à une posture déjà de recul, de remise en question, de vision globale et d'approche globale, du process pour faire les bons choix d'outils. Parce que moi, j'aime bien dire que l'outil en soi n'est pas la solution. Ce qui compte avant tout, c'est l'objectif et la démarche. Et après, voilà, l'outil, est selon comment on va l'utiliser, l'usage, et cetera. Donc du coup, ce que tu évoques, ça me renvoie vraiment à cette problématique-là. Oui, Mmh. et tu as raison dans ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai enregistré récemment un podcast avec Virgile Ferrand sur l'automatisation. Et en fait, c'est ce qu'il disait, tu vois, c'est souvent le risque le problème de beaucoup de boîtes, c'est tu vois un outil cool, genre sur un salon ou sur LinkedIn, tu l'implémentes. Et d'ailleurs, tu n'as pas imaginé, est-ce que c'était vraiment un besoin, est-ce qu'elle était vraiment mon cas d'usage. Et donc, on se retrouve un peu comme, tu sais, genre le code du travail qui a une inflation législative et maintenant qui fait genre 640 000 pages. Bah, du coup, des fois, c'est pareil, tu as 12 000 outils que tu accumules. Et moi, souvent, quand je fais des audits dans des entreprises, la première chose que je regarde, c'est combien d'outils vous payez, combien d'outils vous utilisez vraiment, quel est le ROI de ces outils. Et souvent, on réalise des trucs en mode genre, ah ouais, mince, en fait, on a 50% de ce qu'on paye qui sert à rien. Et c'était là, genre, Mmh. waouh. Et du coup, tu fais gagner déjà des dizaines de milliers d'euros. Et du coup, souvent, ce que je leur dis, c'est faites-moi faire un audit et vous rentabilisez ma venue parce que vous allez killer les outils derrière. Et en fait, ça vous reviendra moins cher à la fin. Oui, il y a cette appétence et on fonce sur les outils et donc ça, c'est absolument pas à reproduire sur l'IA, voilà, c'est pas l'outil en soi qui va être miracle, mais C'est vraiment la ça. capacité de réflexion sur son process C'est ça. Ce que tu disais et avant est vrai. D'abord, tu réfléchis à ton process et après, tu mets un mmh, outil qui répond à ça. d'accord et comment tu perçois, l'évolution des compétences et des pratiques que ça implique chez les recruteurs et voilà, ces sujets-là? Le Bah, métier change-t-il beaucoup du coup? alors, les pronostics, c'est devenu impossible à faire, à la fois pour des raisons d'évolution de technologie, mais aussi le monde dans lequel on vit d'un point de vue économique, géopolitique, tout ce que tu veux. C'est tellement le bordel en ce moment que impossible de savoir ce qui va se passer. Mais c'est clair que le métier va changer. Je sais pas, à l'horizon 3 à 5 ans, on fera plus le même job. Et aujourd'hui, l'IA, elle est en train d'arriver dans les pratiques, de manière soit par la petite porte, soit par la grande porte, en fonction des métiers, en fonction des entreprises. Mais demain, tout le monde utilisera de l'IA d'une manière ou d'une autre, à différentes étapes du process, si ce n'est toutes. Et donc forcément, nos compétences vont devoir changer, tu vois. T'as d'ailleurs un métier, t'as beaucoup de gens, genre aux États-Unis ou en Angleterre, qui parlent de talent architect. C'est un peu l'évolution du métier de RecOps, qui est un métier en gros de création de process, de création d'outils. Et en vrai, aujourd'hui, à l'heure de l'IA, le recruteur et recruteuse vont devoir en fait piloter des outils, piloter des automatisations. Même demain, avec des agents IA, tu auras des collègues, tu auras un agent sourceur qui sera pas une personne potentiellement, mais un robot, et ou une personne, tu vois. Tu auras des agents IA qui géreront la précale, tu auras des agents IA qui feront ton analytics. Et donc, du coup, tu auras un mix entre des robots et des humains qui bosseront ensemble. Et ton rôle, toi, de recruteur, va être comment est-ce que, du coup, tu te positionnes par rapport à ça, comment tu restes stratégique, comment aussi tu gardes un esprit critique pour remettre en cause tes process et ne pas avoir d'ego. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens où ça peut être difficile, tu vois, de te dire, en fait, à tous les coups, ce que je faisais avant, faut que j'arrête de le faire. Mmh. Et ça coûte, tu vois. Et je te donne un exemple qui est un peu différent, mais en parenthèse, mais tu vois, genre, nous, avec Élise, on a acté la fin de ce qu'on faisait jusqu'au des 4 dernières années. On faisait de la formation un peu genre classique, tu vois, genre, entre guillemets, à l'ancienne, où genre, t'es dans une salle, tu balances tes slides, etc., etc. Bah, du coup, en fait, aujourd'hui, à l'heure de l'IA, tu peux plus faire ça. Et du coup, c'est hyper dur, mais ça te coûte de te dire, en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, potentiellement, bah, en fait, ça nous aura appris plein de choses, mais on pourra plus le faire pareil. Et donc, je pense que c'est là vraiment le truc, si t'as le truc à retenir de ça, c'est dans tes compétences de recruteur, c'est genre, faut que j'accepte que je ferai plus la même chose. Donc, Mmh. mes entretiens seront plus pareils, mon sourcing sera plus pareil, mon analyse de données sera plus pareil, mon onboarding sera plus pareil, etc., etc. Et tout le Mmh. process va être révolutionné. Et donc, faut être capable de se remettre en cause, capable de gérer la conduite du changement. Et donc, franchement, c'est des compétences, beaucoup de compétences, c'est un peu soft skills, tu vois, qu'il va falloir avoir. Mmh. Oui, puis ça pose la question peut-être pour les entreprises de taille plus importante, comment accompagner ce changement-là, auprès de leurs équipes RH aussi et quelle vision, stratégique sur l'IA est développée par les directions d'entreprise? En disant finalement dans le fait d'implanter des solutions IA côté recrutement, est-ce que ça part
plus d'une initiative des recruteurs ou alors d'une politique et stratégie d'entreprise qui va challenger un peu ces équipes pour moderniser les process. Je sais pas ce que tu vois le plus, ça, c'est du bottom-up ou top-down sur le... ou alors le shadow IA avec des Ouais, outils ça inconnus. c'est un mix de tout, tu vois? Si je te prends sur des exemples, là récents sur allez les 6 derniers mois, tu as vraiment un mix de tout. Tu vas avoir, je pense que la majorité quand même, c'est en effet une direction qui dit: «Allez, on y va et on met les trucs en place». Sauf que dans ce cas-là, ils ont enfin après tu as 2 enfin dans ton arbre à choix, tu as 2 cas qui se passent. Tu as choix numéro un, c'est en interne, il y a des gens qui sont sponsors et qui vont mener en interne des projets de changement IA. Et après tu as le choix numéro 2 qui est, bah, personne dans l'équipe recrutement n'a soit pas l'envie, soit pas les compétences, soit pas les deux, de mettre en place des choses. Et dans ce cas-là, tu vois, c'est là où tu as des. Enfin, tu vois, nous, c'est là où on intervient, par exemple. Quand une direction a envie de changer et qu'elle n'a ni les compétences ni l'envie en interne, bah, du coup, c'est là où nous, on vient avoir ce rôle-là et on les a du coup à réaliser ce qu'ils peuvent faire, à leur donner les cas d'usage, on forme les équipes, on leur donne des outils s'il le faut, on leur met en place, etc. Et après, on s'en va et on les laisse gérer leur vie. Du coup, c'est la première chose. Et dans une minorité de cas, en effet, ça vient plutôt d'en bas. En fait, tu as des demandes des recruteurs et des recruteuses de mettre en place différentes choses. Ça remonte à la direction du recrutement ou à la DRH, ça remonte un peu plus haut. Mais là, souvent, dans ces cas-là, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que si l'entreprise n'a pas envie d'y aller, elle ira pas. Et donc, il faut que ça vienne pour moi, il faut que ça vienne du top, et pas quand il faut que ça soit piloté par le bottom. Donc, en fait, si tu veux, c'est du top, bottom, top. Oui. Top, down, bottom, up. C'est les deux en même temps, en Une fait. boucle vertueuse, on va dire. Exactement. Faut qu'il y ait l'impulsion d'en haut avec tiens, on te donne le Mm. budget, on te donne le temps, on te donne la liberté de faire. Ouais. Les équipes vont expérimenter, faire des projets, décider de ce qu'ils veulent. Et après, du coup, ça va remonter en mode ok, bah, les meilleures idées Mm. seront implémentées. Du coup, c'est chouette. Oui, du coup, ça va vraiment dans le sens d'une logique d'expérimentation aussi soutenue, appuyée, sécurisée aussi, et vraiment avec les moyens dédiés. Et C'est voilà. ça. Mais il faut le laisser expérimenter. Et tu vois, c'est là où tu as aussi un problème que j'identifie, c'est que beaucoup d'entreprises ont en gros une seule IA qui va être l'IA qui a été payée par l'entreprise. Souvent, c'est Copilot. De temps en temps, c'est Gemini quand les boîtes utilisent Google. Et des fois, c'est ChatGPT pour quelques entreprises, mais ça s'arrête là. Et du coup, bah, souvent, ils n'ont qu'une seule IA. Et en fait, du coup, ils n'ont pas forcément eu de formation en interne sur comment ça marche. Et ça, typiquement, tu vois, des fois, moi, ce qui me choque, c'est des boîtes tech qui n'ont pas formé le reste de leur équipe. Genre, quand tu es dev, tu sais comment ça marche l'IA, tu peux former tes équipes à comment ça marche. Et du coup, des fois, qui n'ont pas forcément cette acculturation. Et du coup, je me retrouve des fois avec des équipes qui, en gros, ont appris tout seuls. Et Mm. ceux qui sont les plus modernes, geeks, innovateurs d'entre eux vont le faire, les autres non. Et du coup, tu as une Mm. différence de compétences entre l'usage de l'IA qui va être fait. Et c'est pas forcément faire un bon prompt. C'est savoir déjà ce que tu peux faire avec, Mm. savoir l'étendue des possibles, savoir tous les cas d'usage et se dire, en fait, je vais pas me limiter qu'à un seul outil et qu'à une seule manière de l'utiliser. Et ça, du coup, c'est un vrai problème, tu vois, qu'on va avoir. Il faut vraiment que les équipes se disent, en fait, viens, non, on monte les gens, on monte les gens en compétences. Mm. Et moi, mon rêve, c'est que les boîtes proposent aux gens, bah tiens, tu sais quoi, genre, je te donne, allez, 1 000 € de budget sur l'année, tu peux expérimenter les outils que tu veux, tu as une CV d'entreprise, amuse-toi, tente des trucs, tant que tu mets rien de personnel, que tu mets rien de compromettant, mais que tu t'amuses, bah, si tu as envie d'expérimenter Claude Code, vas-y, tu as envie de faire un prototype sur Lovable, vas-y, tu as envie de tester une IA vocale en construisant un truc avec Eleven Labs, vas-y. Genre, en fait, juste de laisser de la liberté aux gens de tenter et de dire à la fin, bah, je sais pas, tous les 3 mois, tu fais un point d'étape, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui marche, c'est quoi les cas d'usage, et ensuite tu l'implémentes au niveau global. Moi, ça, c'est le rêve que les boîtes fassent ça. Mm. Mais on n'est pas trop dans ce rêve encore. Non, non, moi, j'avais eu l'occasion d'échanger avec un centre de relations clients qui développait des outils d'IA, et la responsable au niveau international du sujet évoquait qu'ils avaient par contre sollicité les équipes sur en quoi l'IA pourrait vous aider. Donc de recueillir toutes les idées pour développer ensuite en interne des outils pour répondre aux De besoins. fou. Voilà, c'était une dynamique intéressante. Après, dans les entreprises, tu as aussi des profils très, très variés, des personnes qui vont être pas très tech, d'autres qui vont être très férus de tout ça. Donc comment gérer ces différences-là, Ouais. justement? Le meilleur parallèle que je peux faire, du coup, vu qu'on parle de recrutement global, c'est un peu le parallèle avec le sourcing. En gros, oublions que l'IA est arrivée. Dans le sourcing, tu as 2 manières de faire. Tu as 80 des gens qui vont faire du sourcing sur LinkedIn, avec des mots-clés, des filtres, en mode genre le classique. Ça marche, mais par contre, tu trouveras pas la perle rare. Par contre, tu vas tomber sur les mêmes profils que tout le monde et du coup, ça va être aussi frustrant. Et après, tu as les 20 restants qui vont être ingénieux sur leur approche, qui vont aller sourcer sur d'autres canaux, qui vont tenter différents messages d'approche, qui vont mettre en place des relances et des relances potentiellement en cross-canal, donc entre du email, du LinkedIn, du téléphone, du WhatsApp, ce que tu veux. Et donc, en gros, tu as la même chose qui se passe côté IA. Tu vas avoir le gros des gens qui vont utiliser, par exemple, un prompt tout fait par leurs collègues.
mais c'est pas grave, c'est OK, tu vois. Typiquement, l'équipe dans laquelle j'étais récemment, tu as une personne qui est un peu un champion IA en interne, il a créé genre une vingtaine de prompts pour ses équipes et il leur balance en mode essayez ça. J'ai testé, approuvé, ça marche et les gens disent bah très bien. Et donc du coup, tu as beaucoup de gens qui vont juste utiliser ce qu'on va leur donner et c'est pas grave, c'est OK en fait. Tant que ça marche et qu'ils sont contents et que ça et après tu as le 20% restant qui va aller tenter des trucs nouveaux, tu vois, pour faire avancer en fait encore plus l'équipe. D'accord et ce serait chouette ton exemple parce que ça montre qu'il y a tout un intérêt aussi à libérer un peu les potentiels et puis, de s'appuyer sur des ressources, valoriser des compétences internes et des appétences 100%. internes, pour, générer, des échanges de savoir-faire ou Exactement. l'innovation, C'est par les ça. équipes. Mmh. Dans une grande équipe, enfin, allez, dans une équipe de recrutement composée d'au moins, allez, disons 10 personnes, il y aura forcément une personne qui sera fan de l'IA quasiment, genre statistiquement Mmh. parlant. Et OK. donc du coup, cette personne-là, tu lui laisses carte blanche en mode innove, tente des trucs, essaye des choses par contre, il faut lui laisser du temps. Idéalement, mais là, c'est mon côté, comment je dirais, genre, entrepreneur généreux qui veut bien payer les gens qui parlent. Idéalement, leur les payer plus. Genre, parce que du coup, ils vont faire l'extra mile. Si la personne, elle bosse le soir et week-end pour s'amuser à mettre en place des trucs avec de l'IA, tu lui fais un bonus lié à ça, à l'implémentation. Et du coup, tu pourrais même faire un truc. Là je pars dans un grand rêve, hein, mais tu peux m'arrêter et peut-être que je vais trop loin. C'est vendredi, donc j'ai mon Ouais, utopiste qui se voilà, relève. c'est libre comme espace d'expression, le Très Grand bien. by Mais tu vois, Cyborg. tu pourrais imaginer un truc en mode, en gros, la personne qui va mettre en place des trucs de d'IA, faire gagner du temps à l'équipe. Et donc, plus elle fait gagner de temps, plus elle pourrait avoir un variable indexé sur son gain de temps. Ça serait dingue. Et du coup, les gens, en fait, ils font tout pour ça et ce serait incroyable. Oui, donc vraiment repenser aussi le pouvoir d'agir quoi, finalement, C'est innover ça. et accompagner tout ça et dans les exemples, d'outils que tu me citais, parce que, quand on a préparé un petit peu cet échange-là, je trouve ça très intéressant, c'était les appels, à un moment donné, je crois que tu me citais l'exemple, chez Leroy Merlin, parce que cet exemple-là, pour moi, il est assez illustratif sur, le grand débat sur le côté humain, pas humain. Est-ce que Ouais. remplacer par la machine certains process ou étapes de recrutement, c'est pas mal perçu parce que justement il y a moins d'humains et donc je crois que je sais pas si, tu peux nous expliquer un peu plus, cet exemple Ouais, bien concret sûr. parce que ça vient enrichir un peu cette approche-là. Ouais, c'est un cas d'usage qui a encore, allez, 1 an existait pas parce que la techno était pas assez mature. Aujourd'hui, en gros, tu peux en effet paramétrer, donc des appels qui sont encadrés, par une IA vocale. Donc en gros, ça on va interagir comme là on fait tous les deux, tu vois. Et donc, du coup, tu as l'IA qui t'appelle, donc toi, tu es candidate, tu postules. Donc là, tu vois, l'exemple de Laura Merlin, en effet, c'est l'IA qui est la directrice du recrutement, est passée dans mon podcast. Et tu vois, enfin, l'exemple tout simple, admettons demain, tu veux être, allez, tu vas travailler au rayon tronçonneuse de Laura Merlin Annecy. Voilà, je suis désolé, Bon, voilà, c'est ton rêve de travailler au oui. rayon tronçonneuse de Laura Merlin d'Annecy. Du coup, tu vas postuler en ligne et du coup, automatiquement, en gros, tu vas renseigner grosso modo les plages horaires sur lesquelles tu es OK pour qu'on te rappelle. L'IA, du coup, va t'appeler. Tu as dit genre 10 heures. Bah, l'avantage d'une IA par rapport à un humain, c'est qu'elle est ponctuelle à la seconde près. Donc, à 10 heures pétantes, ton téléphone va sonner. Et du coup, tu as une IA qui va faire juste de la pré-préqualification. Donc, elle va pas remplacer le recruteur pour créer du lien, pour pitcher la boîte, etc. Non, elle va te dire, OK, vous avez postulé sur ce job-là. Est-ce que c'est bien le job de responsable de rayon tronçonneuse à Annecy? OK, très bien. Combien vous voulez gagner d'argent? Est-ce que vous êtes OK pour travailler le samedi? Parce que du coup, Laura Malin, on va faire le samedi, potentiellement des fois les dimanches matins. Est-ce que c'est un truc qui est OK pour vous? Est-ce que du coup, vous êtes mobile dans la région? Si jamais on a besoin de vous, que vous alliez au Laura Merlin, je sais pas, qui est à Lyon, est-ce que vous êtes capable d'y aller aussi? Et du coup, bah, en fait, ça pose des questions qui sont des questions vraiment assez basiques. Ça te demandait aussi, avez-vous bien, je sais pas, 5 ans d'expérience et avez-vous un diplôme dans la vente de tondeuses? Bon, ça, je pense pas que ça existe, mais genre, quelle est votre expérience dans le Tu maniement de sur la tondeuses? tronçonneuse. Pardon, tronçonneuse. Excuse-moi, tronçonneuse. De tronçonneuse. Allez, les deux. Tu vas être Les 2, responsable et du allez, rayon tronçonneuse et du rayon tondeuse. pour la Et du coup, polyvalence. ça va te demander tes diplômes, tu vois. Donc, tu vois, si tu as un exemple pour le coup, les diplômes, je sais pas, tu veux être surveillant de baignade. Ça va te demander est-ce que tu as un diplôme de surveillant de baignade? Et du coup, tu vas dire, bah oui, quand est-ce que tu l'as obtenu? Bah, en juin 2023. Donc, du coup, pour voir s'il est encore à jour. Et quand tu as fait ça, du coup, après, tu auras un dashboard côté recruteur avec en gros les réponses de tous les candidats. Et ça va te ranker non pas sur un truc qui va être subjectif et basé sur on ne sait pas trop quoi, mais ça va être un ranking objectif. Donc, typiquement, un candidat qui te dit, enfin, tu vois, si demain tu me dis que tu veux gagner 400K pour être responsable rayon tronçonneuse, ça va dire non. Et l'IA va te mettre tout en bas parce qu'évidemment, il n'y a aucun monde dans lequel, du coup, tu peux gagner 400K en étant respo de tronçonneuse, sauf si tu vends des quantités énormes de tronçonneuses. Et encore. Et donc, du coup, tu vas avoir ça. Si tu me dis, par exemple, que tu n'as pas envie de bosser le samedi, alors que c'est le jour où on fait le plus de ventes de tronçonneuses, bah, du coup, ça ne marchera pas et tu seras pareil, encore une fois, Mmh. éliminé. Mais du coup, par contre, c'est pas l'IA qui décidera de te dire non parce que du coup, ce serait illégal par rapport à l'IA Act. Donc, en gros, l'IA va aller classer
je sais pas, les 400 profils qui ont candidaté. Et du coup, pour moi qui suis recruteur chez Leroy Merlin, va me dire, les 20 profils qui correspondent le plus, c'est ceux-là. Ou en tout cas, qui correspondent, genre ceux qui correspondent le moins, tu les enlèves et tu gardes que ceux qui correspondent. Et ça, du coup, ça déshumanise pas le recrutement parce que aujourd'hui, comment ça marche sans ce système-là? Tu as 400 candidatures et humainement, aucun recruteur ne prend un plaisir à trier 400 CV. Deux, tu as des outils qui sont tellement lents que tu vas passer ne serait-ce que déjà 20 secondes avant d'ouvrir le CV côté recrutement. Donc, c'est impossible de faire ça bien. Et du coup, au final, tu vas regarder quoi? Les 20-30 premiers qui ont candidaté ou les 20-30 derniers. Et du coup, ça va être totalement biaisé en fait parce que tu n'auras pas forcément les meilleurs candidats. Tu auras juste ce que tu auras vu à l'instant T. Donc, au final, l'IA là-dessus, elle vient réhumaniser le truc. Et la deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle fera des réponses personnalisées. Alors qu'aujourd'hui, en tant que recruteur, pareil, les 400 CV, tu vas en appeler 20, il y en a 4 qui font l'affaire, tu les envoies en entretien, et les 380 restants, t'envoies un message générique en mode merci pour votre candidature, mais à ciao, bonsoir. Quand ils ont des messages, parce que Quand voilà, ils ont des c'est pas messages, exactement. c'est pas toujours le cas. C'est déjà ça. Oui, d'accord. Donc oui, donc ça illustre bien, et dans l'exemple que tu cites, ça veut dire aussi que l'entreprise a réfléchi sur ce poste-là, quels sont les critères? C'est ça, Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion, un paramétrage, quelque part, sur ce exactement. poste-là. Voilà les critères qui vont être, Tout à fait. déterminants, pour, donc ça renvoie au process aussi finalement. Exactement, c'est identifier en amont ce que tu as besoin et tu vois, il y a aussi ce côté où il y a beaucoup de gens quand tu parles de ça qui te disent: «Mais moi ça pique mon job» et non, parce qu'en gros, aujourd'hui, souvent c'est allez, ta candidature, tu as le CV et tu as une préqualification qui est faite par un recruteur ou une recruteuse. Mais du coup, là, ça vient rajouter une mini étape entre les 2 qui est Mmh. moi j'appelle ça la préqualification, à défaut d'avoir trouvé pour l'instant un meilleur mot et du coup, en fait, ça remplace pas et donc par exemple, tes 20 meilleurs profils, toi, tu vas appeler que les 20 premiers. Mais du coup, ça va être les 20 premiers et tu auras pas à te farcir les autres parce que du coup, tu sais Mmh. que dans tous les cas, ça marche pas. Et souvent, tu as des gens qui te disent: «Je fais 30 minutes de préqualification pour qu'à la fin, la personne me dise: "En fait, moi, mon salaire, il est de temps"». Et ça colle pas. Donc, tout le monde a perdu 30 minutes. Le Mmh. candidat a perdu du temps, tu as perdu du temps, personne n'est content, ça te frustre, etc., etc. Alors que là, du coup, il n'y a plus de perte de temps, entre guillemets, inutile. Tu parles qu'à des gens qui, sur le principe, peuvent faire l'affaire. Merci pour cet exemple, c'est très, très concret et ça permet aussi d'apporter un autre regard sur le côté humain, efficacité finalement et d'avoir un retour, se sentir considéré dans le process de recrutement en tant que candidat aussi. De fou. On arrive un petit peu à la fin de l'entretien. Si tu devais toi résumer, je sais pas 1 ou 2 ou voire 3, je sais pas, principales opportunités et risques, quant à l'intégration de l'IA dans le recrutement, comment tu résumerais tout ça pour, j'ai pas mal d'idées, pas mal de choses. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit là comme, Mmh mh. point, Opportunité 1, c'est de enfin ne plus perdre de temps sur des trucs qui sont chiants. Mmh. La partie administrative, entre guillemets, du job, en tout cas la partie répétitive et sans valeur ajoutée. Typiquement, trier un CV n'a pas trop de valeur ajoutée. Envoyer, des mails de confirmation n'a pas de valeur ajoutée, et cetera, et cetera. Donc en gros, tout ce que tu fais à la main et qui te sert à rien, ça, du coup, tu peux gagner du temps sur ça. Donc c'est la première vraie, opportunité, tu vois, c'est ça. La deuxième, et ça fait un peu la boucle par rapport à ce que je te disais au tout début, mais c'est que du coup, tu peux vraiment devenir beaucoup plus strat, beaucoup plus pertinent par rapport à tes collègues. Je donne aussi un exemple concret, tu vois, genre par exemple, une boîte qu'on a accompagnée, qui est une ESN. En gros, ils ont mis en place un système où ils font du reporting maintenant mensuel avec des beaux dashboards tout faits. Avant, ils n'avaient pas les compétences et ils n'avaient pas forcément l'idée de se dire, je vais pas m'amuser à faire en fait à la mano un dashboard trop propre. Et donc maintenant, du coup, ils ont connecté leur ATS à un outil que je les ai aidés à créer. Et leur du coup, derrière, ATS, c'est leur outil ATS? de gestion de candidature, tu vois? D'accord, OK. Et du coup, en fait, toutes les semaines, en fait, ça crée un magnifique tableau de bord, avec tous les KPI à suivre, qui est joli, qui est agréable, qui est clair et ça, c'est généré automatiquement. Puis en plus, du coup et après, c'est envoyé à leur manager et donc s'il y a un besoin, après, ils peuvent discuter. Mais du coup, tu vois, genre ça, avant, c'était très compliqué et très long à faire. Aujourd'hui, tu peux facilement créer un tableau de bord. Tu le gardes en plus en interne, sous des outils internes, donc il y a aucune fuite de données, donc c'est pas grave. Et du coup, ça te rend plus crédible vis-à-vis de ta direction. Mmh. Et donc du coup, c'est la deuxième chose. Un, tu gagnes du temps. Deux, du coup, tu gagnes en crédibilité, et autres. Et la troisième chose, je pense, elle est un peu plus, je pense, compliquée à faire, mais je pense que ça va permettre aux entreprises de réorganiser leurs équipes recrutement. Aujourd'hui, jusqu'à présent, souvent, c'est, allez, tu as un ou une responsable et genre une batterie de recruteurs et de recruteuses. De temps en temps, tu vas avoir des gens qui vont être dédiés au sourcing, souvent des gens qui sont dédiés à la marque employeur ou aux relations écoles dans les plus grandes entreprises. Mais du coup, en fait, on va se dire, est-ce que finalement, cet organe-là, c'est la bonne? Et tu vois, moi, je pense que dans les prochaines années, on va beaucoup changer les équipes. Je n'ai pas la réponse sur à quoi ça ressemblera. En mode, tiens, viens, on en profite pour rebattre toutes nos cartes. On pète
tout notre process. Et du coup, depuis le début, on y pense par rapport à l'IA. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait et comment est-ce qu'on peut challenger Mmh. l'intégralité de notre mode de fonctionnement. Ça revient avec ce que tu disais comme remarque qui est avant d'être un outil, tu vois, tu penses process. Mmh. Du coup, c'est là en fait la troisième opportunité, c'est viens en fait, on re-challenge Mmh. tout ce qu'on fait. Tout, oui, et en impliquant les équipes dans la construction de ça, Exactement. Sinon, ils OK. ne seront pas en effet sponsors si tu les impliques pas. Bah, oui. Ça, c'est les trois risques. Risque numéro un, ça va être de vouloir aller trop vite et de se jeter dans des choses qui ont l'air magiques. Moi, Mmh. j'ai beaucoup d'outils que j'aime pas aujourd'hui parce que dans leur manière de marketer ce qu'ils font, ils sont trop agressifs, un peu violents et ils promettent des choses qui sont pas vraies. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait de survendre et de surpromettre des trucs. Donc là, je dirais, le premier risque, c'est ça va être de surpromettre des choses et donc enfin, côté outils et donc pour l'entreprise de se laisser avoir par le marketing. Et donc là-dessus, le conseil, c'est faire hyper attention aux outils qui sont bien marketés. Il y a des fois un loup qui se cache derrière. Le deuxième risque, ça va être je pense qu'on va avoir des bad buzz potentiellement sur des gens qui vont mal implémenter l'IA par exemple pour évaluer des candidats ou qui vont avoir je sais pas des fuites de données massives, des gens qui vont par exemple tu vois utiliser, tu as aujourd'hui beaucoup de choses qui me font moi un peu peur. Tu vois, un exemple, c'est un outil qui s'appelle OpenCloud, en gros qui est un outil qui va totalement prendre le contrôle de ton ordi et tout faire à ta place. Mais du coup ça demain, si c'est mal sécurisé par des gens qui s'y connaissent pas, du coup tu as un truc qui a le contrôle complet de ton ordinateur et qui peut faire des dingueries avec ton ordi. Et quand on est recruteur, on a accès à beaucoup de choses, encore une fois, des CV, des numéros de téléphone et autres. Et donc, il y a un risque, peut-être, c'est des gens qui vont peut-être tenter des outils sans les sécuriser derrière. Et il y aura, je pense, des bad buzz. Je suis quasi sûr que sur les prochains mois, années, on va se prendre plein de bad buzz dans l'IA. Et Mmh. donc, faudra faire attention à pas être la personne qui se prend ce bad buzz, parce que ça peut Mmh. aller après très vite. Et la troisième risque, ça va être, pour le coup, un risque, j'ai envie de dire, presque social, conflictuel, c'est que dans une équipe, il y aura des gens qui voudront pas tout ça. C'est clair qu'il y aura des personnes dans une équipe qui se diront moi ton IA ça m'intéresse pas, je veux tout faire à la main, je fais ce métier pour l'humain, ce que j'aime c'est parler aux gens, j'ai pas envie de ton Bah, oui. truc de précal vocal, j'ai pas envie de ton truc pour gagner du temps, j'ai pas envie de ton magnifique tableau de bord. Et donc le risque là-dessus ça va être pour les notamment DRH ou directeurs directrices du recrutement, c'est comment tu fais quand dans ton équipe tu as des gens Mmh. qui sont récalcitrants. Et vu que c'est le sens de l'histoire d'avoir de l'IA à fond dans ces process, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour l'IA ou pas, ça va arriver. C'est déjà là, c'est déjà très très présent. Et donc, ça va être très dur à gérer les gens qui seront pas dans le camp de l'avancée des choses. Mmh. Oui, donc ça renvoie à un enjeu fort de conduite du changement, 100%. d'implication des équipes, 100%. bon, C'est la bah, compétence majeure à avoir à l'heure de l'IA, c'est la conduite du changement. Pour mmh, toi, pour tes collègues et pour, par exemple, tes hiring managers quand tu es recruteur. et accompagner aussi les publics finalement, les clients Exactement. et les publics, Exactement. d'accord, et pour, clore, si tu avais une chose à dire aux entreprises qui se sont pas encore, lancées sur le sujet? Alors, une chose, je veux dire une chose d'abord flippante et après une chose rassurante. Euh, Dans ce sens-là, c'est mieux. Tu vu? La chose flippante, c'est que c'est pas un truc qui va arriver, c'est un truc qui est déjà là. Aujourd'hui, on peut quasiment IAiser tout son process. Il y a à la fois des outils et des méthodes qui existent, du tout début, qui est la prise de brief, jusqu'à la toute fin, qui est l'onboarding. Tout le recrutement aujourd'hui on pourrait presque, et là enfin, faut pas qu'on fasse dire en plus ce que j'ai pas dit, mais on pourrait presque dire que tout le recrutement pourrait être IAisé. En tout cas, il peut être soit augmenté, soit remplacé, soit amélioré. À chaque étape du process, aujourd'hui, il y a des outils et des choses qui peuvent être faites. Ça, c'est le côté flippant. C'est que c'est déjà là, en fait. Et le truc rassurant, c'est que tout le monde est en retard. Mmh. Donc, une boîte qui se dirait, genre, mince alors, j'ai raté le virage, bah alors tout le monde a raté le virage et il y a un accident à la sortie de l'autoroute. Il n'y a pas de problème. Genre, franchement, tout le monde est en retard sur l'IA et il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont vraiment en avance, voire en avance du tout, et qui ont vraiment aussi mis en place quelque chose de structuré, d'organisé. On est encore au stade des balbutiements, des expériences, des prototypes. Personne n'a vraiment implémenté de bout en bout un système avec de l'IA. Les exceptions étant les grosses scale-up tech françaises comme du Alan, du Doctolib. Ils sont comme d'habitude toujours Mmh. en avance, mais c'est logique parce que un, c'est des boîtes tech. Deux, elles ont plein d'argent pour aller mettre des outils, etc. chouettes. Et trois, elles recrutent des gens qui sont en gros dans cet état d'esprit-là. Mais donc, c'est un peu un truc qui peut rassurer. Moi, je le dis à chaque entreprise avec laquelle je bosse, vous inquiétez pas, vous êtes en retard, mais tout le monde est en retard, donc c'est pas grave. Par contre, du coup, et ce sera ma conclusion finale de ça, mais l'opportunité, c'est vu que tout le monde est en retard, bah, en fait, autant qu'à être en avance dès maintenant, tu vois, autant qu'à s'y mettre à fond, parce Mmh. que comme tout le monde est en retard, les boîtes qui perceront les premières seront reconnues pour ça, auront des prix de l'innovation, attireront plus de candidats, feront que les recruteurs et les recruteuses seront épanouis et heureux, etc. Donc, en fait, tous les voyants sont au vert pour s'y mettre. La seule question, c'est voilà, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Mmh. Et ça, il y a que les entreprises qui peuvent décider. Mmh. Donc oui, y aller, mais voilà, bien réfléchir à comment y aller, C'est ça. Y super. aller. T'as fait Y exprès, j'ai dit y aller. voilà, exactement, même Bien pas. vu, bien vu, bien vu. Sans t'en rendre compte, c'est beau.
Bah, écoute, un grand merci Léo pour cet échange. C'est passionnant, on pourrait continuer encore, mais voilà, on va suivre aussi toutes tes avancées dans tes travaux. Je mettrai le lien, voilà, des Trop bien. différentes initiatives que tu prends dans le descriptif du podcast. Et puis, bah, très bientôt pour d'autres nouvelles sur le sujet. Merci beaucoup, Asia. À très vite. Un grand merci à Léo pour cet échange très riche. J'ai particulièrement apprécié les retours d'expérience sur comment profiter des évolutions technologiques amenées par l'IA pour mieux repenser les process de recrutement, développer les RH à un niveau stratégique et surtout donner de la marge de manœuvre aux équipes pour expérimenter et innover, tout en ayant en tête les différents risques, bien entendu. À bientôt pour un dernier épisode dédié à l'IA. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.ziaticanu@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de série ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork Conseil et Innovation. Je suis toute oui et impatiente.